Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 30 janvier et ça fait plaisir, les clubs français renouent un petit peu avec la victoire et on va évidemment parler de l'Olympique Lyonnais en ouverture du journal parce que la jeunesse lyonnaise a fait une sacrée performance. On parlera également du LOSC chez qui, pour être honnête, ça a été moins brillant, mais on va prendre les 3 points. L'important c'est les 3 points comme veut la formule qu'on a vue mille et une fois dans le monde du football. Et Nice a également gagné, mais je dois vous avouer que j'ai fait l'impasse sur le match de l'OGC Nice. Les enjeux étaient plus symbolique qu'autre chose et surtout j'ai maté beaucoup de matchs avec la Ligue des Champions et ses Coupes d'Europe, donc là je vous avoue que la prestation niçoise j'ai préféré me l'épargner. On parlera Mercato avec Meïté où le départ est acté, avec Ileni Kena où le départ n'est pas acté mais les convoitises sont bel et bien réelles, et enfin on terminera le journal avec le Punto Roberto des Herbies. La grande actualité de la semaine pour le football français, c'est évidemment les tensions autour de l'Olympique de Marseille et elle se concentre en grande partie sur le coach et beaucoup de rumeurs, beaucoup de drama, très marseillais tout ça j'ai envie de dire. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Même en faisant tourner, l'Olympique Lyonnais est dans une forme absolument magistrale, un succès 4-2 face au PAOK, mais surtout ce qui m'a plu, c'est qu'on a un retour de ce qui faisait un petit peu l'ADN de l'Olympique Lyonnais durant des années. Les jeunes, c'est vraiment l'académie lyonnaise qui a brillé, c'est vraiment la jeune garde qui a pris le pouvoir, et franchement, ça a été un match bien maîtrisé et des choix de l'entraîneur qu'il faut souligner. Voici les compos qui étaient alignés: Morera, Imbert, Mera, Karabek titulaire, tous des genoux, tous brillants au cours de la rencontre. Mention spéciale aux 3 premiers et à Morton aussi, tout le côté offensif gauche a été brillant. Il y avait une très belle maîtrise collective pour une équipe qui est aussi jeune. Il faut quand même dire que sur les offensifs, les âges c'était entre 17 et 22 ans, autant vous dire que vraiment c'était l'avenir de l'Olympique Lyonnais qui était aligné. Et finalement pour ce match, on était plutôt content de ce qu'on a vu. C'est une victoire qui est entièrement méritée pour l'Olympique Lyonnais. Tu es devant en termes de buts attendus, tu es devant en termes de tirs, tu es devant en termes de grosses occasions, de temps fort, de possession. C'est juste formidable. Tu as passé une très bonne soirée si tu étais lyonnais devant le match. Et j'ai envie de saluer cette rotation de la part de Fonseca parce que finalement, tu es leader de l'Europa League, tu restes leader d'ailleurs, donc tu n'as pas forcément besoin de mettre la grosse armada. Tu as une rencontre décisive au cours de ce week-end face au LOSC qui est un concurrent direct en Ligue 1. Et là, tu as articulé les choses de sorte à ce que tu donnes du temps de jeu à des joueurs qui ont besoin de progresser, qui ont besoin également d'être exposés aux yeux de l'Europe, et c'est mission réussie. Et tu vas te présenter face à un concurrent direct dans le championnat français avec des cadres qui sont frais. C'est un avantage, mais c'est un luxe que tu t'es permis d'avoir grâce à tes belles performances passées. Donc franchement, en ce moment, pour les Lyonnais, t'es les doigts de pied en éventail en train de kiffer, tu bois ton petit cocktail devant les matchs, c'est que du bonheur. Profitez-en les Lyonnais. Fin de série noire pour les Lillois qui renouent enfin avec le succès. Alors ça s'est joué à peu de choses, un penalty d'Olivier Giroud qui a été inscrit durant le temps additionnel, mais c'était mérité et ça permet au LOSC de respirer un petit peu, surtout que la confrontation face à Fribourg pouvait faire peur parce que c'est quand même un adversaire qui a des arguments à faire valoir. Voici les compos qui étaient alignés: un milieu de terrain Boadi-André que j'ai trouvé intéressant, sans fioriture mais efficace. Devant Fernandez, Pardo et Haralson ont su créer quelques occasions même si ça a pêché dans la conclusion. Et globalement, j'ai trouvé que c'était une équipe lilloise qui était bien équilibrée, sans joueur qui nous a sorti une prestation hors sujet, alors qu'en face, tu as déjà souffert de la prestation de ton avant-centre. Adamu a vraiment fait un match hors sujet, et puis l'expulsion d'Egelstein au bout de la 74e minute, ça n'a pas été quelque chose de super positif. Malgré tout, je dois quand même reconnaître que c'était un match relativement chiant. De mon côté, je l'ai maté en replay, donc c'était un petit peu la double peine. Mais si le LOSC mérite largement sa victoire, waouh, il fallait quand même pas avoir envie de passer une soirée frisson devant sa télévision. Vous voyez les statistiques, alors t'as plus de buts attendus, de tirs, d'occasions, de possessions. T'avais également les temps forts, mais franchement, c'est un match où tu retiendras que t'as fait le job. C'est un match où tu retiendras que t'as renoué avec le succès, et ça c'est important. Je vous avais fait une vidéo d'analyse sur Bruno Genesio. Je disais que c'était un homme fatigué et qu'en fait ça pouvait vite tourner dans un sens ou dans l'autre suivant les bonnes ou mauvaises nouvelles. Là c'est une bonne nouvelle, donc c'est cool. Désormais, on va voir à quelle sauce va être mangé le LOSC avec les barrages.
18 ans et la Saudi Pro League, et oui, désormais les jeunes talents français se font recruter extrêmement tôt, mais pas seulement par les clubs anglais qui ont énormément d'argent, ils vont également du côté de l'Arabie Saoudite. Cette fois, on parle du Rennais Meïté qui est courtisé par Al Hilal, et Al Hilal sait se montrer convaincant puisqu'on parle d'une offre de 30 millions d'euros auquel il faut ajouter 3 millions d'euros de bonus potentiel, auquel il faut ajouter un pourcentage à leur vente. Autant dire que c'est une offre qui ne se refuse pas, parce que Meïté, il est évidemment identifié comme un prospect avec un très fort potentiel, mais du côté du Stade Rennais, on l'a quand même pas beaucoup vu. Il a disputé 32 matchs, de bonnes choses montrées, un potentiel certain, mais pas un joueur qui a non plus plié tous les débats au point que tu vas forcément refuser 30 millions d'euros. Et il faut faire attention à pas faire une Matistel qui est partie trop tôt. Mais paradoxalement, la Saudi Pro League, c'est souvent une destination critiquée. Je dois avouer que je suis parfois assez critique avec ce choix de championnat, mais je vois ça d'un meilleur œil que aller dans un grand club façon Matistel, justement. Il y avait également Manchester United qui était sur le joueur, mais quand tu vas dans un grand club, t'es pas sûr de jouer. Or, ce qu'il faut quand t'as 18 ans, c'est pas forcément jouer dans le championnat le plus compétitif du monde. C'est aller dans un club où tu vas pouvoir progresser, où tu vas pouvoir accumuler les minutes de jeu. Eh bien, il va avoir ça du côté de la Saudi Pro League. J'ajouterais qu'à 18 ans, quand t'es footballeur professionnel, tu sais pas de quoi ta carrière va être faite, tu peux avoir une énorme blessure, tu peux ne pas confirmer malgré tous les espoirs placés en toi, donc je peux comprendre le choix d'aller en Saudi Pro League pour coffrer un petit peu, d'autant plus qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de parcours comme Moussa Diaby qu'on a évoqué récemment, où tu pars en Saudi Pro League, tu fais 1 an, 2 ans, allez peut-être 3 ans. Imaginons qu'il fasse 3 ans, Meïté, il reviendra en Europe à 21 ans, c'est l'âge auquel certains joueurs éclosent, donc il n'aura pas de retard, sauf que lui en attendant, il aura bien coffré. Donc ça me fait de la peine de le voir partir du Stade Rennais, mais je lui souhaite évidemment de la réussite là-bas. Ah, ils sont durs en affaires du côté de Monaco. C'est un peu ton pote qui va au restaurant, qui commande un plat à 20 €, il mange la moitié, tu lui demandes si tu peux taper ses restes et il te demande 30 €. Tu fais les calculs, tu te dis que c'est pas très cohérent. Eh bien, si la métaphore est pétée, sachez que c'est exactement ce que fait l'AS Monaco avec le LOSC. Il y a un intérêt pour Ileni Kena, sauf que Monaco en demande 25 millions d'euros. Alors, pour rappel, Ileni Kena, il a débarqué du côté du club du Rocher au cours de l'été 2024 pour 19 millions d'euros et depuis, il a fait 51 matchs pour 10 buts, des moments de hype, mais cette saison, il joue très peu et encore moins comme titulaire, on peut donc que c'est un échec relatif. Alors, demander 25 millions d'euros, c'est-à-dire plus que le montant que tu as payé à l'époque alors que le joueur est clairement pas en progression, ça peut sembler audacieux, mais je rappellerai 2 choses. La première chose, c'est que Ileni Kena, il a seulement 19 ans. Ok, il est en échec du côté de l'AS Monaco, mais ça veut pas dire qu'il faut tirer des conclusions définitives sur son avenir, ça veut pas dire qu'il faut le considérer comme condamné. Vous prenez un mec comme Kevin De Bruyne, il a échoué du côté de Chelsea et pourtant vous connaissez la suite de la carrière du Belge, on peut dire que c'était pas prémonitoire sur ses capacités. Deuxième élément concernant Ileni Kena, si Monaco le vend au LOSC, Monaco le vend à une équipe qui est un concurrent direct. Et forcément, on se dit que 25 millions d'euros, c'est peut-être un peu trop pour les finances du LOSC. Et c'est peut-être aussi ce que se dit Monaco, c'est-à-dire qu'on met sur la table une demande qu'on sait quasiment impossible à mettre en face de propositions financières réelles pour les Lillois. En tout cas, je suis pressé de voir ce que ça va donner, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que Ileni Kena, oui, il a du potentiel, oui, il a 19 ans, mais justement, pour l'exprimer, il a besoin de jouer, et du côté de Monaco, c'est compliqué. C'est le bordel du côté de l'Olympique de Marseille. On a la une du journal L'Équipe qui nous demande où va ce projet. Il y a eu des rumeurs de démission de Roberto De Zerbi, démenties par l'intéressé auprès du journal, mais le mec était quand même absent à l'entraînement de jeudi. Et les rumeurs dans le journal L'Équipe, elles vont bon train. On nous annonce que l'homme boude quand il est pas content, et c'est vraiment ça, une situation de boudeur, comme un petit enfant à l'école primaire. On nous annonce qu'il s'éloigne de plus en plus de son club. On nous annonce que au Koweït, Benassia a convoqué les joueurs au milieu de la nuit pour faire une remontrance et que Roberto De Zerbi n'était pas là. Il n'a pas voulu assister à la réunion. On pointe du doigt les nombreux essais tactiques qui n'apportent pas satisfaction. Bon, vous vous rendez compte que c'est un gigantesque bordel et RMC va encore plus loin en l'annonçant en grand danger pour son poste d'entraîneur à Marseille, alors qu'au tout début de semaine, sa direction, avant le fameux match de Ligue des Champions face à Bruges, annonçait qu'il voulait faire une sorte de Simeone à l'Olympique de Marseille avec Roberto
Roberto De Zerbi, à mon avis, il n'aura pas la même longévité. Alors qu'est-ce qu'il faut tirer de tout ça? Les rumeurs, elles sont évidemment à prendre avec des énormes pincettes, mais il y a quand même un climat de tension autour de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille qui est incontestable. De mon côté, ça fait déjà une dizaine de jours où je vous fais part de mon ras-le-bol autour de son incapacité à amener l'effectif marseillais qui est de qualité à la hauteur que j'estime qu'il doit être, donc je ne vais pas me muer en avocat de Roberto De Zerbi tout de suite. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut trancher rapidement du côté de l'Olympique de Marseille. Cette situation, elle est intenable. Soit tu renvoies Roberto De Zerbi, qui a un contrat jusqu'en 2027, et tu trouves un remplaçant, soit au contraire, tu mets en place une communication forte où la direction est soudée derrière son entraîneur, parce que là c'est le bordel, et honnêtement, je pense que dans le vestiaire, et je pense que du côté de la dynamique de groupe, c'est très dur à gérer. Terminé pour le journal du jour, une fois n'est pas coutume, la vidéo de cet après-midi est déjà tournée, c'est extrêmement rare, vous savez que je travaille en flux tendu. La vidéo de cet après-midi sera donc sur un thème qui n'est pas forcément d'actualité, on va parler football et manière de regarder le football avec un format spécifique qui vous plaît peut-être, qui vous déplaît peut-être, mais qui moi me déplaît. Je vous donne rendez-vous à 17 h pour cette nouvelle vidéo, je vous souhaite un excellent week-end footballistique, salut.